Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On l'avait prédit ici, autour de cette table, ce quatrième mandat allait être des allers-retours entre l'étranger et l'Algérie pour le président de la République qui est malade. Ça se confirme. Tant que les rumeurs ne dépassaient pas les frontières de l'Algérie, vous êtes d'accord, ça restait un non-événement. Et des rumeurs, quand elles se déplacent avec le président et que la presse française s'en mêle, ça devient de l'information. Et en soi, c'est scandaleux. Voilà. Comment on a vécu cette semaine, comment on a vécu cette information? Question à travers la presse et à travers les partis politiques, l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par toi, Abed. Le secrétaire général de la présidence qui devait gérer ça, il aurait fait un communiqué, comme dit Saïd, laconique, type APS, etc. J'en suis certain. Et c'est quelqu'un qui a le sentiment, l'obligation de s'adresser aux Algériens, il le fait. Mais là, on ne sait pas qui doit faire quoi. Nous avons un président de la République qui est supposé gérer un pays, lui-même est géré par son frère. On est complètement à côté. Donc, à partir de cette erreur de départ, il y a eu un engrenage, une suite d'erreurs, et ça ne pouvait se passer que de cette manière-là. Est-ce que c'est réellement une crise institutionnelle ou est-ce que c'est peut-être tout simplement du mépris? C'est peut-être tout simplement du mépris. C'est comme ça qu'en tout cas que les Algériens l'ont vécu. Il faut que j'ajoute un détail. Il y a un an, il y a un peu moins d'un an, juste à la veille, juste avant de déposer son dossier au Conseil constitutionnel, le président Bouteflika est allé en France pour un contrôle. Oui. Ils ont fait une opération correcte. Ils ont dit, il va partir, il va faire des contrôles, ça va durer tant de jours et il va revenir. Bon, c'était institutionnel parce qu'il y avait une échéance qui venait. J'ai l'impression qu'on a glissé. Cette fois-ci, on a glissé vers l'informel. C'est un pouvoir informel qui a géré ça. Mais la question est là. Pourquoi décider avant de faire des communiqués officiels? Et pourquoi, pour Grenoble, ils ont décidé de ne pas en parler? Mais je te rassure, c'est les mêmes aussi. C'est aussi Saïd Bouteflika, certainement, qui a décidé de faire un communiqué pour la France, pour les autres déplacements. Mais pourquoi Grenoble? Pourquoi, pour le déplacement de Grenoble, ils ont décidé de faire le blackout? C'est ça la question qui se pose. Mais c'est la première fois, justement. C'est la première fois depuis le quatrième mandat. C'est la première fois que le président s'est déplacé depuis le quatrième mandat. C'est vrai ou pas? Non, on ne sait pas. On ne le sait peut-être pas, mais en tout cas, cette fois, ça a été rapporté par la presse française parce qu'ils ont constaté, l'information a été donnée. Je pense qu'on sait. Oui, je ne pense pas qu'il se soit déplacé secrètement. Ce n'est plus possible. Ça s'est déjà produit. On est au 21e siècle. Ce n'est plus possible. Ça n'a pas été confirmé. Il n'y a pas de confirmation, mais on parle de plusieurs déplacements. Oui, mais on parle de plusieurs déplacements en Suisse en 2013, en 2014, qui n'ont pas été rendus publics. Voilà. Mais qui aurait été, qu'on aurait certainement publié, on l'aurait su. La rumeur, on a parlé. Excuse-moi, mais je te donne l'information. Est-ce que ce quatrième mandat s'était passé? C'est que oui, le président, vous saviez que le président était malade. La preuve, le président a été élu. Il a été élu au vu et au su de tout le monde, donc il a été élu. Au début, on donnait l'information, on disait, il est allé, il a fait des contrôles. Maintenant qu'il est élu, la population sait qu'il a été élu. Maintenant, c'est notre affaire. Voilà, qui se déplace, pas, ça n'intéresse personne. C'est ça le mépris dont je parlais. Je ne sais pas non plus s'il a été élu. Parce que s'il a été réellement élu. Sans rentrer dans. Non, je rentre. Je rentre parce qu'on est en train de parler de chouma, de honte. Non, il n'y a aucune honte. Ce pouvoir méprise les citoyens. Tout simplement, pour lui, il n'y a aucune honte. Ça se passe comme ça. Il n'a pas à qui rendre de compte. Abed l'a dit, nous sommes dans une situation de l'informel. Les institutions sont mises au placard. Pourquoi ce n'est pas le secrétaire général de la présidence qui réagit? Pourquoi ce n'est pas le Premier ministre? Pourquoi ce n'est pas un communiqué de la présidence qui annonce que le président va se rendre, se soigner pour un contrôle médical? C'est un mépris total. Voilà. Donc on est dans une situation d'informel. Pour moi, s'il a vraiment été élu, il aurait eu un peuple en face à qui rendre des comptes, c'est-à-dire à ses propres électeurs. Je pense qu'il y a un mélange de mépris et d'amateurisme, d'irresponsabilité. Les gens ne savent pas ce que c'est. J'arrive pas à imaginer. On a un Premier ministre, il y a ce monsieur Saïd Bouteflika, monsieur Sellal.
j'arrive mal à comprendre qu'il sache ce que c'est que le pouvoir et ce que c'est que la responsabilité d'exercer le pouvoir dans un pays de la dimension de l'Algérie. Voilà. En fait, nous avons, depuis longtemps, un problème de privatisation des institutions. Et là, c'est poussé à la caricature. On n'a plus une présidence, on a une gestion familiale du président qui sort de la gestion classique, parce qu'un président, en théorie, appartient à la nation, à l'État. Il est une institution. Là, le message... Quand tu dis ils l'ont fait délibérément, c'est un peu du masochisme. Si c'est vrai, le message, c'est que de vous dire Abdelaziz Bouteflika, ce n'est plus votre affaire. Voilà, il y a eu le 17 avril, après, c'est notre affaire à nous. C'est tout. Et donc, ce n'est plus... il fait ce qu'il veut, débarrassé de toute contrainte. Personne ne s'en accommode. En tout cas, pas les partis de l'opposition. On a vu un petit peu cette réaction abasourdie. Mais alors, abasourdie. On a du mal à comprendre quand c'est les politiques qui en parlent, on a du mal et on se rend compte à quel point c'est difficile aujourd'hui de s'organiser et de faire face à un pouvoir comme celui-là qui finalement est hors la loi. On a vu la réaction des partis politiques. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu cette réaction? Il est pas hors la loi, il est à côté de la loi. C'est-à-dire, il l'ignore. Parce que, hors la loi, c'est une notion... Il est à côté de la loi. C'est-à-dire, et on découvre, chemin faisant, que dans les lois elles-mêmes sont viciées. C'est-à-dire, on relit maintenant avec attention l'article 88, etc. Et on découvre, qu'un magistrat l'a dit, à juste titre, que c'est une chambre fermée sans fenêtre ni porte. Personne ne peut y entrer. Et vous avez un article qui est là, bien installé dans la Constitution, mais qui est totalement inapplicable. Donc, dans la mesure où il n'y a personne qui peut saisir le Conseil constitutionnel. Il n'y a aucun mécanisme possible de mise en œuvre de l'article 80. Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les détails maintenant du petit détail, parce que de toute façon, ça ne veut plus rien dire. Ce n'est pas le petit article qui manque qui va saisir le Conseil constitutionnel, qui va changer la situation. On a bien un pouvoir qui ne fait absolument pas fi des textes de loi et de la Constitution. La réaction des partis politiques, elle est... comment, selon vous, comment est-ce que les partis politiques... oui, sur la gestion de l'information depuis le début, la gestion de l'information, parce que tout le monde s'est interrogé jusqu'au bout. À mon avis, Souheil a parlé aussi de la réaction de la presse algérienne. Dans un petit instant. D'abord les partis politiques. Toujours dans l'informel. Oui. Les partis, ils ont joué leur rôle. Ils se sont indignés, ils ont critiqué, ils ont dénoncé, mais... Ça va pas plus loin. Ou bien ils ont démenti. Voilà. Bon, ceux qui sont dans l'absurde se sont enfoncés un peu plus. Les autres... Tu pensais qui à Ben Younes qui a dit la santé du président, ce n'est pas la météo, on ne doit pas l'informer. J'ai pas entendu directement Ben Younes parler, mais c'est ce que j'ai lu. Ben Younes, le FLN, il y a un certain nombre de personnes qui ont évoqué le sujet. Ils ont sombré dans le ridicule. Les autres, ils ont essayé de dire des choses plus ou moins intéressantes, mais ça n'a pas d'impact. Ça n'a aucun impact. Voilà. Non, il y a le discours justement de ceux qui veulent justifier le silence. Ceux qui disent justement que l'état de santé du président n'est pas la météo. Est-ce que quand Bouteflika reçoit un ambassadeur, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est plus important que l'information sur la santé du premier responsable de l'État ? Non, mais on voit comment les médias publics font pour informer sur une réception, une audience accordée à un ambassadeur. Non, la santé du président de la République est institutionnalisée. C'est une institution, le président de la République. C'est un article de la Constitution. Tout à fait. Son état de santé doit être rendu public en permanence. D'ailleurs, il faut qu'il soit en bonne santé pour être candidat à la présidence de la République. On regrette les communiqués de la présidence, c'est ce que disait tout à l'heure Saïd Jalfal, on regrette presque les communiqués de la présidence sur l'état de santé du président. En fait, en lisant certains collègues privés, on se dit que la presse d'État a bien fait d'être silencieuse. La presse a raté l'image,
mais elle a raté aussi l'information avant l'image. C'est-à-dire ensuite on peut se poser la question, comment se fait-il encore une fois que les journalistes qui sont habituellement bien informés, tout le monde a ses sources dans ce pays, tout le monde a ses sources, les sites des sources qui restent anonymes. Pourquoi est-ce que ces sources anonymes ne sont pas à l'origine de l'information? C'est la preuve que personne n'a de sources crédibles. Tout à fait. Pour répondre à ta question, le jour où le Dauphiné libéré a donné l'information, j'ai été contacté par des collègues français. Alors toi, tu es à Alger, en Algérie. Je leur dis oui, mais on n'a pas l'information. Je dis, vous êtes journaliste algérien à Alger, vous ne savez pas que le président algérien était. C'est ça. C'est le manque de sources flagrant. On peut même présumer que des gens très importants dans l'État ont appris comme nous, par le Dauphiné libéré, la présence de Bouteflika à Grenoble. C'est-à-dire... Tu veux dire des ministres? Des ministres, un peu plus, hein. Le problème, c'est que c'est ce qu'on dit, c'est que le président n'est plus une affaire d'État, c'est une affaire familiale. Et à ce moment-là, les décisions ne sont plus en train de se prendre, ce dont des procédures... Mais c'est pas la voiture familiale qui se déplace, c'est pas la voiture familiale. C'est une privatisation de la voiture familiale. Mais entre-temps, on peut avoir des sources. Entre-temps, il y a des brèches. C'est ça. C'est comment est-ce que le journaliste... La brèche a eu lieu à Grenoble. Il y a des fuites. On peut imaginer des fuites au cours de la route. Souheila, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne sait pas si Bouteflika, si c'est la première sortie de Bouteflika à l'étranger pour des soins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des rumeurs avant. Ces rumeurs-là, ça veut dire que c'est des fuites. Mais ces fuites-là, quand elle arrive à un journal, le journal veut citer sa source. La source lui dit non, tu ne me cites pas. Je t'ai rien dit. Mais ça pose pas de problème. D'habitude, ça nous aurait pas posé de problème de savoir Si, ça peut poser problème. De savoir que le président est parti persuadé. Si on veut rentrer dans ce sujet-là, s'il n'y a pas eu de fuite de la part d'autres structures de l'État, c'est qu'elle s'en accommode. C'est ça aussi. Oui. C'est-à-dire, s'il y avait une opposition, quelque chose qui serait contre, ça se serait su. Là, tout le monde s'en accommode. Il y a une situation où, voilà, du coup, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas, c'est tout. Il a fallu que un journaliste français apprenne ça. Non, en fait, on refuse de voir une réalité qui est très simple. La presse algérienne a évolué de telle manière qu'elle n'a plus de sources. Et ses seules sources, pendant un bon moment, c'était le DRS, les services de sécurité, l'administration. Et les gens ont perdu la norme dans l'utilisation de ces sources, à un point tel qu'on a eu des gens qui ont dit que leurs sources leur disaient que le président Bouteflika n'était pas allé à Grenoble, quand tu poses la question à ces gens-là, ils disent que mes sources m'ont dit. Mais c'est quoi une source ? C'est l'ABC du journalisme. On ne va pas retomber aussi bas quand même. Mais ça renseigne donc en effet ça peut renseigner sur le fait que la presse finalement n'est au courant de rien. Quand on reproche à un système dans un système fermé, quand on reproche à un système politique d'avoir échoué, à un système économique d'avoir échoué, ça, c'est notre échec, c'est l'échec du système médiatique. C'est pas un journaliste ou des journalistes c'est une presse qui n'est plus utile dans son pays, qui n'arrive plus à faire son boulot. Oui, Abdelkarim. Non, je voulais dire que la part de la presse en tant que corporation, en tant que métier, elle est établie et depuis longtemps. Mais il faut dire aussi que nous sommes dans un système fermé où l'accès à l'information, l'accès libre à l'information et l'obligation des institutions à informer. Parce que s'il s'agit de fuite, là, on est dans une investigation, on est dans un reportage. Il ne s'agit pas de ça. Le président de la République est malade, il part se soigner, l'information elle coule de source. C'est l'institution qui donne l'information. On ne va pas faire quand même de l'espionnage pour ça. En plus qu'en Algérie, on n'a pas cette tradition-là de la presse people, bien que ça commence à prendre forme dans certains canards. Mais en général, on n'a pas cette tradition d'avoir des paparazzis dans un immeuble face à la présidence ou face à la résidence du président pour surveiller ses faits et gestes. Peut-être que c'est des traditions à mettre en place maintenant. Parce qu'on a parlé du rôle des politiques, on a parlé du rôle de l'opposition, on n'a pas suffisamment parlé du rôle de la presse. Peut-être que la presse devrait revoir sa façon de faire. Peut-être, mais le fait est là. Le fait est là. La presse, elle est critiquable.
Elle a raté des tas de situations et de possibilités de se construire comme une presse solide, professionnelle et objective, mais il y a la responsabilité d'un système qui empêche l'information de circuler librement afin d'éviter les rumeurs et autres conséquences. Khaled. Oui, la presse, nous, on parle d'une presse idéale, mais c'est loin d'être le cas. On a tous travaillé dans des rédactions. Lorsqu'on propose au rédacteur en chef d'envoyer une équipe, oh, c'est pas la peine, oh, ça va pas, on va nous taper sur les doigts. C'est pour comme. À la tribune, je pense. Mais on vous donne le cas d'Al-Khabar il y a une semaine, qui a refusé aussi de publier un article qui incriminait 2 ministres, voilà, parce que ça peut toucher aux intérêts du journal. Il y a cette presse qu'on appelle aussi parapublique, pas la presse publique, qui est aussi dans le même sillage. Et là, quand on parle de 2 journaux, de 2 grands journaux, on cite Al-Watan, Liberté, un peu le Khabar. Donc on veut les idéaliser, mais ce n'est pas aussi une presse exemplaire. Non. Donc selon vous, la situation va continuer, ce 4e mandat, ça va être encore ça? Il n'y a pas de raison à ce que ça change. Il n'y a aucune raison. On y est, on l'a dit dans ce CPP depuis le début. Le CPP, ça va être, il a parlé, il n'a pas parlé, il a dit 2 phrases, il est audible, il n'est pas audible, il s'est mis debout, il ne s'est pas mis debout, et puis la rumeur, il est parti pour se faire soigner, etc. Ceci dit, moi je conteste peut-être juste une chose dans ce qui a été dit, c'est de dire que le président, une chose, oui, dans ce que tu as dit, que le président Bouteflika est déjà allé se faire soigner à l'étranger. Je n'y crois pas. Nous ne sommes pas bons. Je l'admets, on n'a pas été capable de savoir que le président Bouteflika est allé se faire soigner, mais il y a d'autres partenaires, c'est la presse suisse, la presse française, américaine. Là-bas, il y a un système d'information. La presse est un élément du système. Il y a un système d'information qui fait qu'il est impossible qu'une telle information reste secrète. Une seule question, Abed. Si le Dauphiné libéré n'avait pas donné l'information, on n'aurait jamais su que Bouteflika était parti à l'étranger. Un autre l'aurait donné. C'est un autre. Système, on peut pas savoir. C'est le Dauphiné libéré qui a donné. Non. S'il n'avait pas donné, on le saurait pas parce que c'est le journal qui est bien implanté à Grenoble. Eh bien, ça peut être le cas pour d'autres destinations. Aucun journal n'a donné, personne n'a vu. Il est parti, il est revenu. Le jingle de l'émission, c'est pour bien se comprendre, il faut bien s'écouter. Oui, non, je t'ai bien écouté. Ouais. J'ai dit un système d'information suisse, français. C'est un système, la presse, Internet, tout. Mais ça commence par une brèche. S'il n'y a pas cette brèche, il n'y a pas d'information. Question. Donc, selon vous, vous êtes tous d'accord quand on dit que ça va être ça encore le 4e mandat, que ça va se poursuivre, qu'on n'a pas fini. Je crois que c'était prévisible, on l'a dit. Alors, question. Est-ce que les discussions de l'Union européenne ou la démarche de l'Union européenne qui a rencontré des partis politiques qui font partie aussi de la CNLTD, est-ce que vous considérez, ou on a du mal en tout cas à penser que tout ça se fait en dehors de la succession? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut rompre avec ce que vient de dire juste avant? La visite de la délégation de l'Union européenne était prévue en Algérie depuis longtemps. Donc on ne peut pas parler d'un truc ponctuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des inquiétudes au sein de l'Union européenne sur cette succession. À chaque fois que le président est hospitalisé, on pense à l'après-Bouteflika. Certains journaux parlent aussi de l'après-Bouteflika qui a commencé. Ça intéresse surtout les partenaires occidentaux qui voulaient cette fois-ci d'ailleurs rencontrer des membres de la CNTLD et rencontrer même des organisations qui n'ont pas d'agrément. Donc c'est ce qui a provoqué la colère de monsieur Saadani. Non, je ne crois pas du tout que l'Union européenne soit inquiète. Elle est bien informée. Et ce n'est pas la réception. Non, pas d'inquiétude. Est-ce que on peut mettre ça dans le cadre de la succession? Je suis en train de répondre à mon ami Khaled, qui dit que l'Union européenne est inquiète de la succession. Elle n'est pas du tout inquiète, elle est informée. Et ce n'est pas en rencontrant des associations ou des partis politiques qu'elle va s'informer mieux sur la succession. Je pense que c'est des traditions, c'est pas nouveau. La délégation de l'Union européenne ou de la Commission européenne a déjà rencontré les membres de la société civile, des partis politiques, le patronat. C'est pas nouveau, elle fait même des balades. Il y a même des ambassadeurs qui se baladent un peu à travers le pays et rencontrent les citoyens. Oui, c'est pas nouveau. Mais quand ça dérange, à un certain moment, quand ça dérange, certaines coqueluches réagissent, notamment Saïdani. C'est lui le tuteur de l'Algérie, c'est lui le détenteur de l'indice de nationalisme en Algérie. Ah ben c'est Saïdani, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah ben c'est lui qui va défendre
les valeurs patriotiques et qui va dénoncer l'ingérence de l'Union européenne. Les ingérences... parce qu'il a rencontré aussi Saadani. Ils ont rencontré aussi Saadani. Ah non, lui, il est au-dessus de ça. Lui, il ne va pas vendre le pays. C'est pas comme les autres. En fait, parce que c'est ça la logique. Là, il faut qu'il fasse diversion sur un sujet, c'est facile, sur l'Union européenne. En fait, ce qu'il faut dire, l'Union européenne est mieux informée que nous sur l'état de santé du président algérien. C'est comme ça que tu le perçois. C'est comme ça, ils sont mieux informés que nous. Le président se soigne en France, les Français partagent l'information avec leur homologue européen. Donc l'Union européenne est informée. Donc sur la perspective d'une succession, ils ont une idée plus juste, plus médicale que nous. Donc on en est là. Tu penses qu'ils en savent davantage? Tu penses parce qu'ils sont au courant d'un certain nombre de choses qu'ils préparent? Il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut regarder de manière très simple. Le président de la République était soigné de l'armée française, à l'hôpital des armées françaises. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on cache des choses sur son état de santé, on ne le cache pas aux Français, on ne le cache pas aux Américains, aux Européens. Tous les acteurs, les grandes entreprises, les firmes du 440, comme disait Hussein, les acteurs politiques français, européens, américains, tous ces gens-là le savent. Donc ce qu'on cache, on le cache aux Algériens. C'est nous qui n'avons pas le droit de savoir. Tu le mets dans un cadre de succession ou pas? Non. Non. Tu sais, ils y pensent toujours. C'est à la limite, je veux dire, ce sont des gens qui ont l'habitude de se placer sur des périodes plus longues, qui font des calculs, etc. Ce qui peut bien se passer, mais en réalité, la question, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de plus de l'Algérie qu'ils n'ont actuellement? C'est ça la vraie question. Que le président soit remplacé, ils n'ont pas plus d'informations. Est-ce que la succession va avoir lieu demain ou dans 4 ans? Ils ne sont pas plus informés que nous. Ça dépend de la biologie. Non, mais il pourrait s'y préparer. Tout ce qui se fait dans le pays, tout ce qui se fait par rapport au pays, se situe dans la logique de la transition. Soit pour savoir quand elle va avoir lieu, soit pour la freiner, soit pour l'accélérer, soit pour prendre position en vue de cette succession. Ça a toujours été le cas. C'est évident que tout se fait dans cette perspective-là. Il y a un pays que je plains un petit peu, moi, c'est la Tunisie. Si Kais Saied devient président, la Tunisie va s'arrêter pendant 5 ans. C'est ton avis? Et le pays va s'arrêter pendant 5 ans jusqu'à la succession de Béji Kais Saied pour voir quel cap ça va prendre. Ouais. Donc voilà, on est dans la succession. Non, moi je crois. Oui, vas-y. Je crois que la seule donne qui pourrait échapper aux observateurs étrangers, y compris l'Union européenne, c'est la rue. La réaction de la rue. Parce que y a des choses latentes, il y a des situations latentes, c'est vrai. Aujourd'hui, rien ne bouge. Il y a des petites manifs pour le logement, on ferme telle rue pour l'eau, etc. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire une dynamique de foule et de masse pouvant changer la tendance lourde qui est en place, pour le moment, ils guettent comme nous, ils surveillent, mais cet élément peut leur échapper. Donc ils veulent s'informer sur un peu ce qui se passe sur l'intérieur du pays. Voilà les éléments. Les événements d'octobre 88, certains observateurs européens ont informé, ils ont déjà l'élément que ça bouge en Algérie à partir de l'été et que ça risque d'exploser. Ils avaient des éléments, des indices. Donc, ils peuvent savoir où ça va. On est à peu près dans la même situation. Des manœuvres, donc il y en a eu, et il y a celle de la CNLTD. Bon, la CNLTD, pour résumer, pour donner un peu un début d'information, hein, on avait jusque-là des partis membres de la CNLTD qui parlaient beaucoup de l'article 88, de la vacance du pouvoir, de la mise en œuvre de la procédure d'empêchement. Aujourd'hui, c'est la CNLTD globalement qui le prend en charge et qui appelle à la mise en place
d'une institution indépendante permanente de contrôle des élections et l'organisation l'élection présidentielle anticipée. Voilà, on a donc ça, le programme débarrassons-nous de Bouteflika, c'est ça. Donc, le problème, c'est vraiment la vraie question, hein, c'est comment y arriver. C'est le seul sujet. L'ennui avec ces démarches-là, c'est il n'y a pas 1000 façons de le faire. L'article 88, on l'a dit, il est inapplicable. Le seul qui peut le faire appliquer serait une intrusion un peu hors des formes de l'armée, qui sommerait... Pourquoi hors des formes, ça aide? Hors des formes, parce que l'article 88, l'article 88 de la Constitution ne donne aucun mécanisme de mise en œuvre de l'empêchement. C'est un article purement décoratif, hein, et que pour qu'il soit mis en œuvre, il faut un peu marcher en dehors de la Constitution pour le mettre en œuvre. Et pour marcher en dehors de la Constitution, il faudrait que l'armée dise à Ahmed Delsi, ça suffit, arrête de faire semblant, tu déclenches la procédure. Il se saisira malgré tout. Voilà, ça c'est ce serait une intrusion de l'institution militaire. L'autre option, c'est, comme ils disent, hein, c'est un discours récurrent, créer un rapport de force tel que Bouteflika déciderait de partir, de se reposer. Personnellement, je ne vois ni l'une ni l'autre comme option réalisable. Moi, j'aimerais bien que la CNLTD, les membres, nous expliquent comment ils comptent y parvenir. Bon, le FFS non plus ne nous a pas expliqué comment. On est vraiment dans une impasse politique. Et finalement, le CNLTD tient un peu le même discours. C'est aussi un pied à l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on dit il faut appliquer les lois, il faut appliquer l'article 88. C'est cela? Ça s'adresse à qui il faut appliquer l'article 88? C'est cela. Qui est en mesure de le faire? Si aujourd'hui personne n'est en mesure de le faire, le pays fonctionne à côté de la Constitution. Il y a des faits qui sont très simples à rappeler. Monsieur Liam Zerwel a été président de la République. Monsieur Liam Zerwel a fait une déclaration il y a 8 mois disant que la fonction de président de la République impose certaines obligations physiques que M. Abdelaziz Bouteflika ne peut pas remplir. Voilà. Un ancien chef d'État, c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est que la Constitution et ce que c'est que le métier de président de la République. À partir de ce moment-là, le pays fonctionne en dehors de la Constitution. Et là, on retrouve la théorie de mon ami Aziz Mokhtari, la théorie de la 17e bière. Celui qui a pris 17 bières et qui en prend une 18e, qu'est-ce que ça peut changer? Là, on est dans ce cas de figure. Le président a violé la Constitution en étant candidat. Il s'est fait élire en violant la Constitution. Il exerce le pouvoir alors qu'il n'en a pas légalement les capacités physiques. Bon, ça va continuer jusqu'à ce que ça s'écroule. Voilà. À mon avis, l'article 88 de la Constitution est une fumisterie. Déjà, c'est un article qui n'a pas de loi organique, donc on ne sait pas comment s'applique l'article 88. On ne sait pas qui doit saisir, vers qui il s'adresse. Il y a l'exemple tunisien, on en parlait tout à l'heure, mais l'exemple tunisien, c'est qu'il y ait toujours l'implication de médecins. Ce sont ces mêmes médecins qui avaient fait un certificat médical en 87 disant que Habib Bourguiba était inapte à exercer. Ils ont eu peur pour leur vie. On disait que si Bourguiba... Ils n'ont pas pris d'initiative. Il a fallu une intrusion de Ben Ali pour leur dire de le faire. On disait même à l'époque que si Bourguiba n'avait pas été renversé, ils auraient été pendus, ces médecins. Parce que c'était un risque aussi qu'on prenne leur nom et qu'on leur donne. Donc c'est la même chose. Quel médecin aujourd'hui en Algérie va prendre le risque de faire un certificat médical? Qui va les saisir, qui va les ramener? Donc c'est une véritable fumisterie, cet article qui en fait n'existe pas. Et tu te rends compte où on en arrive à ne plus faire confiance à nos médecins. C'est extrêmement grave. C'est un effet de la dérive politique qui fait que le médecin, aujourd'hui, il y a un médecin qui a délivré un certificat médical au président Bouteflika pour qu'il soit candidat. Ce médecin, j'aimerais savoir qui c'est, j'aimerais qu'on nous explique
sur quelle base il a établi ce certificat médical. Il sera dans l'ambulance sur laquelle on va... En fait, le rapport aujourd'hui qui existe entre les différentes institutions, l'absence d'indépendance et de séparation des pouvoirs fait que nous sommes dans une situation où la seule façon d'appliquer l'article 88, c'est un coup d'État. C'est clair. C'est-à-dire que la Constitution est faite de telle sorte et que les institutions algériennes sont organisées de telle sorte à ce qu'on ouvre la voie à un coup d'État. Ça, c'est l'armée voudrait bien interférer dans les affaires politiques de façon directe et donner ordre au Conseil constitutionnel d'invoquer l'article 88 et de mettre en œuvre la procédure constitutionnelle pour l'empêchement. La CNLTD, manifestement, elle s'accommode de cette situation en fait. Pourquoi? Parce que ou c'est l'armée qui intervient pour pouvoir engager l'article 80, mettre en route la mise en œuvre de l'article 88, ou c'est la rue. Mais elle sait que la rue ne va pas bouger. Et je crois qu'elle commence à comprendre que l'armée ne va pas bouger parce que la situation actuelle et les rapports de force d'aujourd'hui font que l'armée va préférer donner l'illusion de respecter la Constitution. Pourquoi focaliser sur l'article 88 bis en parlant de l'armée? L'armée peut tout simplement décider qu'il faut à un moment un retour à la normalité et aux institutions de la République, ce qui n'est pas le cas. On l'a vu avec la gestion de la communication à la présidence. L'armée n'a pas décidé avant l'élection présidentielle, alors que la réalité était déjà établie. Pourquoi le déciderait-elle après une procédure électorale qui a donné une apparence de légitimité au chef de l'État? Pourquoi elle le déciderait maintenant? Qu'est-ce qui a changé entre avant l'élection et après? Il n'y a aucune raison, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de rapport de force qui a changé. Il faut peut-être du temps pour mettre en place des rapports de force. Est-ce que le temps ne serait pas en faveur de l'armée qui pourrait décider? Oui, non. Oui, non. Ça, De toute façon, on a un gizno. De toute façon. Non, on est en train de parler sur la base de loi. Et la base, par exemple, quand j'ai parlé... Indépendamment de l'article 88 bis, on parle des institutions de la crise institutionnelle. Quand j'ai parlé de l'opposition, parce qu'elle a une seule façon d'amener les institutions à appliquer l'article 88. C'est la rue. Est-ce que l'opposition a les moyens de mobiliser la rue pour changer le rapport de force? C'est en dehors de ces éléments objectifs. Et ce qu'il faudrait aussi à dire, c'est que il ne faut pas uniquement parler de la CNLTD. Vous avez une situation où même dans l'armée, même dans la société, de gens qui s'accommodent de ça. On est dans une situation où une partie de l'opinion est probablement indignée, choquée de la manière dont l'État se gère, mais vous avez une grande partie aussi de l'opinion qui s'accommode parce qu'elle se méfie des politiques, parce qu'elle se souvient des années 90, elle se souvient que, par exemple, Ali Benflis était la partie qui a donné le crédit minimum à l'élection du 17 avril, et qui vient aujourd'hui leur dire... Et il n'est pas le seul, Saïd, et il n'est pas le seul. Non, mais il était le plus important. On en a parlé. Il était dans la procédure électorale, il était l'acteur, le candidat le plus important, celui qui apporte un peu de légitimité à l'opération électorale. Il y a participé. Vous avez une opinion qui se souvient que des gens ont appelé à l'arrêt du processus électoral à une période donnée. Vous avez toute une somme de situations et de mémoires qui font qu'une partie de la population n'est pas prête du tout à écouter tous les discours pour qu'on renvoie Bouteflika ou non. On est aussi dans une situation où des gens proposent des alternatives, mais comme dans toute situation politique, il y a ce qu'on peut souhaiter et il y a ce qu'on peut réellement faire, ce qu'il est concrètement possible de faire. L'article 88, des gens en ont parlé il y a très longtemps. Ça n'a pas été appliqué, les conditions n'ont pas changé, donc il n'y a aucun moyen. Maintenant,
La CNLTD propose des élections présidentielles anticipées. Bon, qui c'est qui va les décider? C'est le président Bouteflika. Si ce n'est pas lui, ça veut dire que c'est l'armée qui va l'éjecter pour proposer une élection présidentielle comme début de solution. De transition. Ça pose déjà problème. Le deuxième élément, c'est que dans cette proposition de la CNLTD, cette idée d'élection présidentielle anticipée est très gênante. Pourquoi? Elle donne la nette impression que dans tout ce qui a été écrit, ce qui intéresse, c'est le Kursi. Or, la démarche que je trouve, de mon point de vue, qui serait la plus intéressante, c'est de réfléchir comment sortir de la crise. On change de président, et alors? On va élire un président, et alors? On va avoir un autre Bouteflika qui va s'installer pour 20 ans. Ça va changer quoi? Mais pas forcément, Abed. Pas forcément. La CNLTD, quand elle appelle à des élections anticipées, c'est une solution de sortie de crise qui tienne. C'est-à-dire, c'est par les institutions. C'est par les institutions. La CNLTD n'a pas les moyens d'imposer l'élection présidentielle anticipée. Ça, c'est ce que Là, elle demande à l'armée de le faire. C'est ça? L'armée, ça veut dire qu'elle fait un coup de force. Il ne faut pas faire semblant. Mais pourquoi l'armée ferait un coup de force pour ces gens-là? Elle le ferait pour elle-même. Pourquoi elle le ferait pour eux? Pourquoi être aussi naïf que ça? Exactement, encore une fois, il ne faut pas comprendre ce qu'on souhaite et ce qui est la mécanique des choses. Si une armée fait un coup d'État, elle le fait pour elle-même. C'est ce qui s'est... En janvier 92, quand la décision de créer le HCE a été prise, beaucoup de gens qui s'affichaient démocrates ont salué l'événement en pensant que l'armée allait leur donner le pouvoir. Mais ils rêvent, ces gens-là. Ils rêvent. C'est une façon de dire, c'est de la connerie politique. Mais pourquoi c'est pas une solution? Pourquoi c'est pas une solution? Pourquoi ce ne serait pas une solution et pas celle de la CNLTD, mais une solution à proposer et à mettre sur la scène politique? C'est pas une solution. C'est pas une solution. Ça veut dire fixer la fin de la crise ou les changements en Algérie à des échéances électorales n'est pas une solution. Parce qu'aujourd'hui, vu l'incapacité de l'opposition à se structurer, à mobiliser la rue, l'indisposition de l'armée à faire un coup de pouce. Normalement, si l'opposition était sérieuse, elle aurait profité de cette situation pour engager un débat national sur les problèmes de fond de la société algérienne. Mais on va s'éterniser dans ce cas. On s'éternise s'il le faut. Les Algériens ne discutent pas entre eux. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps qu'il faut pour engager un débat de fond sur les questions politiques, institutionnelles, quel genre de régime on veut, sur les questions politiques, sur les questions sociales, sur toutes les problématiques qui sont la source de cette crise multidimensionnelle que nous traînons depuis des années. Il faut profiter de ce quinquennat qui a échappé aux Algériens pour en faire une tribune de débat national sur les questions de fond et sortir avec une charte nationale sur les solutions. La solution n'est pas dans l'élection. La solution, elle est dans un projet de société. Je vais dire pourquoi une élection ne serait pas la solution. Oui. Parce qu'une élection présidentielle, c'est quand même un événement politique important qui provoque son propre engrenage, sa propre dynamique. Et quand on va dans une compétition pour une élection présidentielle en Algérie, avec le personnel que nous avons et en l'état politique du pays, on va aller dans une logique de prise du pouvoir, pas dans une logique de solution. C'est pour ça que la démarche pour la solution est beaucoup plus complexe qu'une élection présidentielle. Voilà. Je peux aussi ajouter que appeler l'armée à intervenir, ne serait-ce que pour faire appliquer l'article 88, c'est en fait réinstaurer le système de cooptation qui s'est grippé avec ce 4e mandat. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé. En réalité, le vrai débat, c'est qu'on veut une transition garantie par l'armée, parce qu'elle a quand même un rôle, hein, mais il faudrait sortir du système de cooptation, passer à un autre régime démocratique où l'armée peut
puisque, être puisque l'état de la société est ainsi, l'état du personnel politique, elle peut être une garante d'une transition. Voilà, mais pas l'État qui... Parce que l'armée, si elle intervient, elle va désigner le président. Il ne faut pas rigoler. Peut-être que elle va le désigner. Peut-être pas. Donc, ce qui va primer, c'est de donner du contenu à cette intrusion de l'armée, on va l'appeler comme ça, par commodité. Une intrusion de l'armée, il faut lui donner du contenu. Pour faire quoi? C'est pour débloquer une situation, pour pousser le pays à aller un peu dans le sens de l'histoire et ensuite essayer de réaliser un consensus qui va tenir 20 ans, 30 ans. Donner le temps à des têtes d'émerger, par exemple, et des partis politiques, de nouveaux partis politiques. La CNLTD demande trop à l'armée. Je pense. Elle demande trop ou bien trop peu. Parce que trop, elle lui demande de faire un coup de force et en fait de continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire désigner les présidents qui peuvent après s'autonomiser plus ou moins, etc. Mais ça reste... Je ne crois pas que la CNLTD demande à l'armée de... Non, elle demande des élections présidentielles anticipées. Il n'y a pas aucune manière de le faire que par une intrusion de l'armée.